Bonsoir à vous, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, auteur entre autres de ce livre, Israël et ses paradoxes, paru l'année dernière aux éditions du Cavalier Bleu. À vos côtés, Meir Habib, qu'on ne présente plus, député UDI des Français de l'étranger. Alors je ne vous trahis pas, Meir Habib, en disant que vous êtes un ami proche. Je crois même que vous avez passé un certain temps hier avec le Premier ministre israélien. Vous allez nous en parler. On va peut-être d'abord commencer, messieurs, par ce qui vous mettra certainement d'accord. Comme David Ben Gurion de l'Isharbit, Benjamin Netanyahou est un homme politique qui a à la fois l'amour et le sens de l'histoire. Netanyahou, le sens de l'histoire. Vous savez, de manière générale, c'est très difficile de se prononcer sur un bilan dans la mesure où on préfère en général avoir un peu de perspective pour pouvoir effectivement établir d'une manière plus neutre et pas partisane le bilan de tel ou tel président ou Premier ministre, puisqu'on est en Israël. L'amour de l'histoire, oui, certainement l'amour de l'action. Il n'y a pas d'homme politique qui ne met pas l'action politique avant toute chose, avant l'argent, avant, je dirais, une ambition individuelle. Incontestablement, le fait de rester aussi longtemps au pouvoir montre qu'il y a une certaine adhésion, même si il faut bien entendu peut-être modérer un tout petit peu l'emballement. D'abord par le fait que la qualité ne dit absolument rien de la longévité, pardon, ne dit rien de la qualité. Je prendrai un exemple, on va passer à la France, comme ça on sera au moins d'accord sur ce terrain-là. Pierre Mendès France a été président du Conseil 7 mois et 17 jours, et il a fait beaucoup plus que d'autres présidents du Conseil qui ont peut-être régné 3 fois et 4 et 5 fois plus que lui. Et puis j'ajouterais aussi quelque chose en termes d'illusion d'optique. C'est une approche, bien entendu, objective, mais en même temps très formaliste. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ben Gurion était déjà, alors non pas Premier ministre, mais c'est lui qui dirigeait le Yishuv avant, et donc de ce point de vue-là, il a été président aussi du Conseil provisoire. Alors ça ne retire rien au fait formel que Netanyahou aujourd'hui est le plus long Premier ministre en exercice, et il le sera peut-être encore plus si en septembre les électeurs lui renouvellent sa confiance, mais l'impact de Ben Gurion, c'est pas simplement 13 ans, c'est pas simplement depuis mars 49. Difficile de comparer un père fondateur d'une nation avec un Premier ministre élu. Meir Habib, on dit David Ben Gurion qu'il était un visionnaire. Au-delà des talents de tacticien que personne ne conteste à Benjamin Netanyahou, est-ce que le Premier ministre a une vision stratégique, une vision à long terme? Et si oui, laquelle? C'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui va rentrer dans l'histoire. Et j'espère, pour ma part, qu'il restera le plus longtemps possible. Imaginez-vous, les Israéliens l'ont élu à 5 reprises, malgré la haine des élites, malgré la haine de la gauche, malgré la haine d'une partie des médias, malgré tous les sondages qui le voyaient encore à chaque fois battu. Il a une obsession, c'est la sécurité de son pays. C'est un fils d'historien, il se couche avec des livres d'histoire. Imaginez-vous, il avait prévu en 96, dans le livre Paix et sécurité, il avait dit, je vous invite à lire ce livre. Il avait dit l'objectif ultime des islamistes, ce sera un jour de détruire les tours jumelles à New York. Et je ne sais pas si Cyril Amar, lorsque en 2001, les Twins ont été détruites, on a accusé le Mossad et on a dit Netanyahou l'a écrit dans son livre. Il a une vision incroyable. L'Iran, personne ne croyait l'Iran. Tout le monde l'a dit, y compris aujourd'hui Benny Gantz, y compris aujourd'hui Yair Lapid. C'est un fait accompli. C'est terminé, on ne reviendra pas. L'accord de Vienne est irréversible. Il a dit non. Jamais je ne prendrai un risque qu'un État islamiste, djihadiste, qui veut rayer Israël, la carte. Et il a réussi, il a tenu 8 ans avec Obama. 8 ans, c'était incroyable. Et aujourd'hui, il a eu l'indépendance, enfin le Golan aujourd'hui s'est plié. Le Golan aujourd'hui fait partie intégrante de l'État d'Israël. Jérusalem, les pays du monde entier sont en train de transférer leurs ambassades. La Judée, la Samarie, il veut arriver la paix, mais il pense, comme je pense aussi, comme beaucoup pensent, que ce n'est pas une question de territoire, c'est une question d'acceptation mutuelle. Je peux vous raconter une petite anecdote importante. Parce qu'il faut répartir équitablement le temps de parole. Un mot d'abord sur le rôle fédérateur qu'a joué Ben Gurion, qui a rassemblé les tribus d'Israël arrivées des 4 coins du monde, souvent meurtries. Alors les détracteurs de Netanyahou lui reprochent souvent, au contraire, de vouloir tribaliser la société israélienne, de vouloir monter les uns contre les autres, la droite contre la gauche, religieux versus laïcs, Ashkenaz versus séfarade. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? De manière modérée, je n'irai pas jusqu'au bout, je n'appuierai pas de cette manière-là, pour une raison très simple, c'est qu'il faut bien comprendre que les temps ont changé. Dans les années 50, une autorité politique avait une capacité d'unifier et de fédérer et d'exercer une hégémonie
qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'exercer. Je ne suis pas sûr, si je prends les Palestiniens d'Israël, je ne suis pas sûr que dans les années 50 et 60, donc sous l'autorité de David Ben Gurion, ils aient été mieux traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils étaient à l'époque sous une administration militaire, abolie, heureusement, grâce à Lévi Eshkol en 1966. Et d'un autre côté, David Ben Gurion n'avait pas exercé son autorité sur des centaines de milliers, voire quelques millions de Palestiniens, comme c'est le cas depuis 1967. Donc il faut bien, quand on fait une comparaison, il faut bien comprendre que le contexte a changé. La société, effectivement, s'est beaucoup plus libéralisée, beaucoup plus démocratisée. Il est plus difficile aujourd'hui d'incarner l'unité nationale. Personne ne peut véritablement y prétendre. Quelques mots d'abord, parce qu'on a évidemment le temps est compté. Ben Gurion avait le seul média qui était à l'époque en Israël était contrôlé par Ben Gurion. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les médias n'aiment pas Netanyahou. Je vais vous donner une anecdote. On était la semaine dernière, j'ai passé en effet hier plusieurs heures l'après-midi de Shabbat, j'étais à l'hôtel King David, et on a fêté ça d'ailleurs, on était avec son épouse, mais les 35 parlementaires français qui l'ont vu la semaine dernière, dont 25 étaient de la République En Marche, sont sortis pour beaucoup enthousiasmés. Et un député d'ailleurs a interrogé Ofer Shelah le soir, on m'a dit mais écoutez, il a une image d'un homme tellement fort à l'étranger. On a été vraiment conquis par son discours. Est-ce que vous ne croyez pas que si Netanyahou n'est pas élu, ça va affaiblir l'image d'Israël à l'étranger? J'étais surpris d'ailleurs qu'Ofer Shelah dise que, évidemment sans réellement comparer, mais il dit Hitler aussi était un homme très fort et il a été battu. Alors, ça c'est entre parenthèses. Mais pour vous dire, je le dis parce que 30 personnes l'ont entendu. Mais je le regrette d'ailleurs. Mais par ailleurs, on entretient des rapports très cordiaux, mais ils ont été séduits pendant 1h15, ça a été une démonstration. Une petite anecdote. Il a expliqué comment il a Israël a évité des attentats, des méga-attentats en France ces dernières années, y compris en France, dont un s'est connu à Villepinte tout récemment. Il l'a fait aussi avec la Turquie. Mais il a dit justement qu'en Turquie, si l'ensemble des pays étaient très reconnaissants, la Turquie c'était exactement l'inverse. Lui, par contre, Erdogan passe son temps à le comparer à Hitler. Alors, on l'a posé la question, mais pourquoi vous donnez à ce moment-là des informations à la Turquie ? Et alors il a répondu, vous savez quoi, parce que j'ai pas envie que des innocents meurent et soient tués par des sauvages. Et il donne des informations à une Turquie qui n'est pas un pays ami à Israël. Regardez, même au niveau de la façon de le retenir, beaucoup de gens à droite le poussent à être en va-t-en-guerre. Il fait ça avec beaucoup de nuances. C'est lui qui envoie les soldats à l'armée. Mais si à un moment donné, il y a eu Jabotinsky, Herzl, qui ont été écrits des théories, Ben Gurion a fait l'État d'Israël dans une autre période, et aussi un immense leader. Netanyahou aujourd'hui met la théorie en pratique, c'est-à-dire de ce mur de fer avec des pays. Il fait la paix aujourd'hui, y compris avec des pays arabes modérés ou moins modérés. Regardez ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec les pays des Émirats. Ils néanmoins de normaliser leurs relations avec Israël parce qu'il y a l'épineuse question palestinienne. Et sur ce point, Denis Charbit, on voit bien que Netanyahou semble vouloir jouer la montre dans une sorte de containment du conflit. Il a réussi, bon gré mal gré, à faire accepter à la communauté internationale que ce conflit est finalement un contentieux, un conflit de faible intensité. Est-ce que là, il a une vision ou est-ce que c'est encore un tacticien et non pas un stratège? Non, moi je n'ai jamais dénié à Netanyahou le fait qu'il avait une vision stratégique, une manière de concevoir l'État d'Israël. Je n'ai jamais pensé qu'il n'y avait que... Sur la question palestinienne? Sur la question palestinienne, oui, tout à fait. Je pense qu'il est convaincu aujourd'hui, il le déclare d'ailleurs. C'est ce qui a changé, mais là on est dans le contexte de Trump, n'est-ce pas, qui permet de modifier un petit peu la retenue rhétorique. Et c'est vrai que je dirais que l'ambition de Netanyahou, c'est un État fort, pas un État juste. Voilà. Et je crois que c'est ça qui résume finalement le grand contentieux, on va dire, culturel et pas simplement idéologique entre les deux tendances. C'est pas un État juste qu'il veut. Parce qu'un État juste ne pourrait pas ne pas entendre le fait que les Palestiniens, au même titre que les Israéliens, ont droit à une autodétermination nationale. Comment la régler, avec quel mécanisme de sécurité? Bien sûr que ça doit se discuter et c'est au cœur de la négociation, si ce n'est que Netanyahou a réussi ce que les prédécesseurs n'ont pas réussi, à ce qu'il n'y ait pas de négociation entre Israéliens et Palestiniens. C'est une victoire. Une victoire à la Pyrrhus, il me semble que ça durera un moment, et puis un moment on y reviendra. Cette illusion de croire que l'adversaire palestinien, parce qu'il est faible, et il est faible, objectivement, il est très faible, de penser que pour autant la dimension et politique et morale disparaissent, je crois que c'est une illusion, et c'est celle qui fera certainement l'objet, doit faire l'objet du débat. En quelques secondes, mais Rabbi, parce que le temps nous est compté. Je ne partage pas cette vision, écoutez, à Oslo, Olmert, Barak, Pérez,
Erez, Rabin ont tout proposé. Ils étaient prêts à sortir jusqu'au dernier centimètre carré, y compris de la partie est de Jérusalem. Est-ce que ça apporte la paix? Évidemment que non. Ce conflit n'est pas une question de territoire, c'est l'intime conviction de Netanyahou. C'est aussi l'intime conviction de la majorité des Israéliens. Et aujourd'hui, ils prouvent qu'on peut arriver à la sécurité, avoir une économiquement un pays extrêmement fort, militairement un pays extrêmement fort, moralement et puis extrêmement fort. Au niveau social, il me disait hier il va s'atteler à réduire les inégalités sociales. Il y a évidemment beaucoup à faire. Le dernier mot sera aux mains des Israéliens. On n'est pas forcément chacun objectifs les uns les autres. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a été élu pour la 5e fois dans un État aussi compliqué, de façon démocratique, par une majorité d'Israéliens. Et ça, c'est unique dans l'histoire. C'est pour ça qu'il c'est le premier parti arrivé en tête. C'est pas une élection suffrage universel. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et Benyamin Netanyahou qui briguera donc son 6e mandat. Pour le décrocher, il lui faudra. Merci messieurs, Meir Habib et Denis Charbit, d'avoir accepté notre invitation.